Bonjour chère belle plante, chère belle fleur. Aujourd'hui je suis à Bourg-Argental, c'est Joël pour la chaîne Reportage YouTube et j'ai le plaisir, la joie et l'honneur d'être avec Maître Cognard André qui m'accueille au dojo de Bourg-Argental, un lieu, je dirais, emblématique et aussi pour moi mythique. Maître Cognard, bonjour. Bonjour, Merci d'accorder cette interview et ce temps. je vous en prie. Voilà, dans le déroulement de ce que propose la chaîne Reporter Lumière, j'ai cette envie de présenter par vous, bien sûr, par votre témoignage et vécu, l'Aiki Taiso. Vous êtes maître de Aikido, vous êtes aussi un enfant issu et né Rhône-Alpin, Mhm. avec des racines ici, et puis aussi du Japon, votre coup de cœur et votre écho par la rencontre de votre maître voilà, japonais. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de l'Aki Shintaeso? On en entend parler, c'est vrai. Euh, et aujourd'hui, moi, j'aimerais connaître votre définition de l'Aki Shintaeso, s'il vous plaît. Toujours difficile de donner des définitions. Bon, Aiki, Shintai Aiki, c'est bien connu. Harmonisation, harmonie, union, Ki, énergie, au sens large. Et Shin, c'est l'esprit. Voilà. Taiso, ça veut dire mouvement, gymnastique. Voilà. Donc Aiki Shin Taiso, une gymnastique, un mouvement qui permettrait d'unir le ki et l'esprit. Voilà. Bon, c'est une définition assez vague que je donne là. Après, il faut peut-être un peu plus entrer dans les détails. Il s'agit de quelque chose qui, évidemment, marche en parallèle avec l'aïkido. L'aïkido est très méconnu en Europe, même s'il est très diffusé aujourd'hui. Euh, on oublie qu'à l'origine de l'aïkido, il y a d'abord des techniques de combat, des techniques martiales qui ont été qui se sont inspirées de différentes écoles traditionnelles, des écoles avec des armes, des écoles sans armes. Et c'est une sorte de synthèse, en tout cas en ce qui concerne l'aïkido moderne, qui a été faite par quelqu'un qu'on connaît bien, qui s'appelle Ueshiba Morie, O-sensei. Euh, voilà, il a fait une sorte de synthèse de ces différentes expériences dans de nombreuses écoles dans lesquelles il a appris. Voilà. Aikishi Taiso, c'est quelque chose euh, qui s'inspire de différentes traditions. D'un côté, il y a une tradition liée au bouddhisme ésotérique. Euh, il y a ça aussi à voir un peu avec le Shugendo, c'est-à-dire la pratique de la 16 en montagne. Et puis, c'est aussi lié à une tradition très ancienne qu'on appelle Oshiki-Uchi, qui était en gros un enseignement un peu secret qu'on donnait aux samouraïs qui étaient les gardes directs de l'empereur du Japon. Euh, O-sensei s'est beaucoup intéressé à la question de la santé du corps. C'était probablement pas sa direction de prédilection. Il était très orienté vers l'esprit. Il avait comment une approche de l'aïkido qui était bien, comment dirais-je, mystique en quelque sorte. C'était un mystique laïque, quoi. C'était un homme qui avait une approche relativement syncrétique de la question spirituelle. Mais il s'est beaucoup intéressé quand même à la santé. Et il a été aidé dans ses recherches par quelqu'un qui était assez connu au Japon, qui s'appelle Katsuzo Nishi, qui était un homme qui avait créé une véritable école de santé dans laquelle il s'intéressait à la fois à la pratique médicale, à la gymnastique et à la nutrition, entre autres. Voilà. D'accord. Euh, bon, c'est pas la seule source d'inspiration de l'Ikishin Taiso. L'Ikishin Taiso, c'est surtout Kobayashi Sensei qui m'a transmis de manière directe des pratiques, des techniques. Sa façon d'enseigner était très simple. Il disait faites telle chose, faites tel mouvement, faites telle posture, faites telle méditation, faites telle respiration. Je le faisais et j'apprenais en faisant. Voilà. Il théorisait très peu. Enfin, quand il théorisait, c'était de manière un peu pragmatique.
faire Mikyo, ça fait du bien au foie, faire Sankyo, ça fait du bien au poumon. Faites telle technique et vous aurez accès à votre destin. Enfin bon, voilà, c'était sa façon d'enseigner à lui. Moi, j'ai Oui. été obligé de théoriser un peu plus, parce que bon, on est en Occident, et que si on dit aux gens faites ça, vous verrez bien, souvent ça suffit pas. Mhm. Alors voilà, j'ai travaillé beaucoup pour essayer de comprendre en fait comment ça marchait. Quand il dit faites Mikyo, ça vous fait du bien au foie. Moi, voilà, j'ai cherché à comprendre pourquoi, comment, voilà. Et j'ai, d'une certaine manière, trouvé les réponses. Je ne dis pas que ce sont les réponses, mais j'ai trouvé les réponses. Voilà, D'accord. aujourd'hui, les gens chez nous sont formés, les gens qui doivent enseigner sont formés euh, d'une manière beaucoup plus rationnelle, Mm. anatomie, physiologie, embryologie, psychologie, et puis Mhm. technique, et Ouais. la technique, on l'apprend surtout par la pratique. D'accord. Voilà. Mm. Moi, ce que je peux en dire comme ça, a priori. Mm. D'accord. Bon, merci pour cette définition en tout cas. Comme ça, on voit vraiment eh bien, toutes les recherches, tout le travail qui est fait, les protagonistes jusqu'à aujourd'hui aussi, comment ça évolue et continue en fait. Le fil conducteur Oui, ça ici en continue France. forcément d'évoluer, comme tout ce Oui. qui est vivant. Enfin, quand ça n'évoluera plus, ça mourra comme la nature l'exige. Mhm. On vit tant qu'on est capable d'apporter quelque chose à ce monde, et quand on ne veut plus, on disparaît naturellement. Mhm. Oui. J'ai toujours cette phrase de rien ne se perd, tout se transforme, vous savez, Mhm. euh, même après ces cycles de mort, il y a toujours bon, des renaissances ou des nouveaux départs. Euh, on parle de la vie. Et vous, justement, vous prenez donc ce courant Onsensei, Maître Kobayashi, jusqu'à vous, Maître Konya, et puis bien sûr les enseignants actuels, Takeshi Taiso. Vous, comment justement, bon, par le biais, vous l'avez dit, de l'aïkido, c'est justement la complétude avec ces domaines, avec ces arts. Euh, euh, comment est-ce que vous avez vécu justement ce travail euh, justement. Alors, je pense déjà que contrairement à ce qu'on pense, le Kishin Taiso n'est pas une partie de l'aïkido, mais l'inverse. Oui. À savoir, dans toutes les pratiques traditionnelles, même si on ne parle pas vraiment de tradition, c'est issu de la tradition, mais c'est plutôt moderne, le Kishin Taiso. Mm. Mais dans toutes les pratiques, je dirais, qui concernent l'humain en général, il y a Oui. une pratique interne et une pratique externe. En général, le Kishin Taiso et Aikido ne font qu'un. Mm. Maintenant, pourquoi l'un et l'autre? Pourquoi on l'enseigne aujourd'hui d'une manière peut-être pas séparée, mais sur deux plans différents? Oui. Bon, moi j'étais aikidoka, je suis aikidoka depuis 55 ans. Mm. Euh, bon, quand on a passé plus de 50 ans à faire la même pratique, on commence à être imprégné. Et il y a eu un moment qui a changé ma façon de voir l'aïkido, c'est quand en 1977, j'étais déjà élève de Kobayashi Sensei depuis 1973. J'avais pratiqué avant dans d'autres écoles bien avant. Oui. Et en 1977, Maître Kobayashi m'a dit si vous voulez vraiment enseigner l'aïkido, il faut devenir professionnel. Je lui ai dit bah oui, pas de problème, c'est mon intention de toute manière. Mm. D'accord, il m'a dit dans ce cas-là, il faut vous mettre sérieusement avec Kishin Taiso. J'ai dit mais je fais tous les jours, dans tous mes cours, le kion que vous présentez, l'enchaînement que vous présentez en début de cours. Oui, oui, je sais, ça c'est important, ce sont les bases, mais je ne parle pas de ça, je parle d'une pratique. Et là, il m'a dit, bon voilà, vous allez commencer pendant les 3 mois où je m'absente, vous allez faire telle technique. Et donc c'était très dur d'ailleurs, et j'étais très très surpris de comprendre qu'en fait, derrière ce qu'il nous montrait en début de cours, que certains prennent pour un échauffement, un mot que lui détestait, récusait complètement, Mhm. euh, il y avait des corollaires à l'infini, avec quelque chose qui amenait une connaissance du corps. Et quand je dis le corps, je parle du corps dans son ensemble, le corps et l'esprit ensemble, un corps conscient. Voilà, ça nous amenait à une connaissance de cette conscience que le corps a de lui-même et à partir de laquelle s'élabore notre vie. C'est-à-dire que tout ce que nous le faisons avec notre corps, depuis que nous sommes jusqu'au moment où nous disparaîtrons.
Rien ne peut être fait sans lui, y compris Oui. quand vous pensez, quand vous dormez, quand vous méditez, peu importe où vous êtes et ce que vous faites, votre corps y est, c'est lui qui est là, il est entre. Et quand vous serez mort, c'est votre corps qui dira, en montrant votre cadavre, que vous n'êtes plus là. Donc je crois que c'est important de comprendre ça. Le corps c'est vraiment un pont entre quelque chose qui est d'une profondeur extrême, un être essentiel, et puis le présent, le courant, voilà. Il est dans tout, il est partout. Et finalement, c'est parce qu'il lui a un pied d'un côté et un pied de l'autre qu'il est le plus à même de dire ce que nous sommes essentiellement. Voilà, qu'est-ce que nous faisons ici? Quand nous recevons un corps, le Oui. jour où nous sommes conçus, quelque chose change en profondeur. Si vous voulez, la totalité universelle, quelle qu'elle soit, est modifiée, très peu, mais modifiée par cette occurrence absolument unique qui est vous étant conçu. Euh, vous sortez d'une matrice qui est elle-même sortie d'une matrice qui est sortie d'une matrice et vous remontez à la première matrice du monde. Vous êtes le produit d'un tissage entre des matrices, puisque vous êtes issu d'un couple, un homme et une femme, et cet homme était lui-même sorti d'une matrice, donc on a un tissage aussi entre les générations. Et à côté de ça, vous recevez des gènes qui étaient dans ceux de vos parents, qui étaient dans ceux des leurs, qui étaient ceux d'encore avant, et votre conception a commencé avec le commencement du monde. Et ce qui se passe au moment où vous êtes construit, c'est unique. Ça ne s'est jamais produit, et ça ne se reproduira jamais. C'est absolument unique. À partir de là, peut-être que ça va s'ouvrir à nouveau, si vous avez une descendance, mais en tout cas, jamais ce qui vient de se passer là, au moment de votre conception, ne s'est produit. Donc le monde a changé quand vous êtes né. Tant que vous êtes capable de continuer à produire du changement dans ce monde, vous vivez. Ouais. C'est pas très compliqué à comprendre ça. Mm. Okay. Le corps, c'est ça. C'est vraiment un lien entre la profondeur la plus ultime, je dirais l'origine Oui. absolue, le monde dans sa totalité, D'accord. et un instant présent, immédiat, quelque chose qui est à la fois instantané et unique. Ah oui. Ah là. D'accord. Et ben moi, ça me fait. J'ai cette compréhension là ce matin pendant que vous avez dit tout cela. Le corps, vraiment, vous avez dit cette conscience d'être et aussi ce voyage qu'il y a justement un peu cosmique même d'ailleurs, parce que quand on parle de matrice, c'est de venir s'incarner euh, voilà, à notre naissance, voilà, grâce dans l'utérus de notre mère et grâce à notre père, notre mère et puis tous les ancêtres, j'ai complètement une autre vision. Donc merci à vous, Maître Cognard, parce que j'avais pas, voilà, j'ai une autre, oui, d'autres. Et quand nous sommes conçus, nous Oui, recevons un corps, oui, et en échange de ce corps, nous avons des devoirs. Nous oui, avons un devoir de loyauté envers nos ancêtres, oui, envers ceux qui nous mettent au monde, déjà envers les géniteurs, et puis envers l'ascendant. Nous avons un vrai devoir de loyauté, et cette loyauté, même quand elle est peu perçue, même quand elle est en quelque sorte presque invisible, elle est là, et elle conditionne beaucoup ce que nous pensons, ce que nous vivons. Voilà. Ensuite, nous avons aussi un devoir de loyauté envers nous-mêmes. C'est-à-dire que comme nous sommes non pas un être isolé, mais un être dans le monde, et que cette conception a lieu bien sûr sous l'égide des parents, mais aussi de tout ce qui y a participé. Et une conception, c'est le monde entier qui participe. Si vous regardez simplement, par exemple, le principe de la conscience naturelle, c'est-à-dire celle qui fait que qu'un ovocyte est fécondé, celle qui fait qu'il y a un développement, qu'il va y avoir des divisions cellulaires, etc. Tout ça ne dépend pas de l'humain, ça dépend ni des parents, ni de l'enfant, ni de personne autour. C'est la conscience, c'est la nature qui sait faire. Et donc déjà par là, nous sommes reliés avec quelque chose d'immense, d'absolument infini. Ensuite, il y a des choses qui sont essentielles. Il faut du temps et de l'espace, par exemple, et ça dépend ni de l'humain, ni de personne d'autre que le temps et l'espace lui-même. Et ainsi de suite, vous arrivez sur une terre, c'est pas la même chose de naître ici en Europe et puis de naître dans un pays où la vie est difficile, ce sont des choses différentes. Voilà.
vous êtes marqué par le lieu dans lequel vous arrivez. Enfin, il y a un ensemble de facteurs qui sont absolument innombrables et qui nous relient à l'infini, qui participent à la conception. Donc nous avons un devoir de loyauté envers le monde, d'accord. Et cette loyauté de s'exprimer par le fait que nous sommes capables de nous conserver, de nous développer, d'agir. Voilà, c'est vraiment... il y a une obligation de loyauté à soi-même en quelque sorte. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe, encore une fois, grâce à la nature, des réflexes défensifs, etc., etc., des réflexes de protection. Tout ce qui est instinctif, intuitif. Oui. Nous avons deux nécessités absolues. Il y en a une qui est primordiale. Nécessité primordiale, c'est-à-dire tout ce qui fait que nous continuerons à vivre. Nous essaierons toujours de continuer à vivre. Et puis les nécessités, les besoins vitaux, qui eux sont dépendants de cette obligation de loyauté à soi-même. Je satisfais mes besoins vitaux pour continuer à vivre de manière à répondre de manière loyale à ce qui m'a fait venir au monde. D'accord. Quand on parle de loyauté, on parle de respect, bien sûr, avec notre propre corps, de tout ce par quoi il est composé. J'aimerais justement revenir sur, en effet, la place de l'être et puis le lien avec l'Aikido Shintaïso, concrètement, par les exercices, par l'individu qui va travailler, apprendre, s'écouter à travers l'Aikido Shintaïso. Une première étape qu'il faut comprendre quand on parle de loyauté, on a des devoirs de loyauté envers ce qui nous a été donné, mais quand c'est sain. Alors il se trouve qu'on se retrouve parfois issus de familles dans lesquelles il y a des traumatismes, il y a eu des drames, des secrets, on reçoit quelque chose qui n'est pas forcément toujours sain, et on n'a pas de devoir de loyauté envers ce qui est nocif, toxique. On a comme devoir de justement d'un côté préserver son unité, son unicité, quelque chose qui est le reflet d'un en soi, d'un être essentiel, voilà, quelque chose qui est absolument inaltérable, qui est aussi imprescriptible, voilà. Et on a le devoir de ça, et on a aussi un devoir de loyauté envers ce qui nous était transmis de saint. Or, bien entendu, il y a dans nos histoires, on ne naît pas sans histoire, c'est-à-dire que, à moins d'être le Fils de Dieu et être conçu de manière immaculée, on ne naît pas sans une histoire. On naît du sens naître et on est au sens EST, une histoire. Et donc, nous avons tous le devoir de faire que peu à peu, là aussi, cette histoire se purifie, entre guillemets, le mot un peu lourd, mais voilà. Nous avons l'obligation de prendre conscience de ce qui a pu être traumatisant, violent, ce qui a pu créer de la souffrance dans l'histoire, dans notre histoire, y compris celle qu'on n'a pas connue de manière directe. Donc nous avons une mémoire somatique, le corps se rappelle de tout ce qu'il a vécu. Nous avons une mémoire génétique, le corps, à travers sa mémoire génétique, se souvient d'énormément de vécus. Par exemple, la mémoire génétique de l'humain nous dit depuis tout temps, depuis la préhistoire, la violence paye. Ce qui fait que... Voilà, mais ça c'est une des perversions du système, et c'est quelque chose que nous pouvons peut-être arriver à modifier. Et puis nous avons une violence épiphylogénétique, à savoir une conscience épiphylogénétique, à savoir nous sommes conscients de ce que nous n'avons pas vécu directement, mais de ce qui a été vécu par le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes reliés à l'histoire de l'être en général, et cette mémoire-là aussi influe sur nos choix, sur nos comportements, etc. Donc nous avons d'un côté répondre à des obligations de loyauté à des collectifs, et en même temps nous avons à répondre à des obligations de loyauté à nous-mêmes, et en particulier ça crée un devoir qui nous implique dans une résilience collective, nous implique dans une résilience qui est simplement liée au fait d'être humain par exemple, ou d'être membre d'un peuple, d'une nation, ou d'une famille. D'accord. Alors c'est très intéressant de parler justement de purification, de nettoyage.
c'est comme les casseroles ou la valise qu'on porte sur les épaules et de s'alléger quelque part pendant nos expériences de vie. Tant, tant que nous n'avons pas pleine possession de notre corps, c'est-à-dire tant que notre conscience psychique, notre conscience corporelle, cet ensemble de mémoires que le corps transporte, tant que tout ça n'est pas lié, intégré, tant que ça ne fait plus, tant que, tant que- tant que ça n'a pas atteint ce stade de l'unité, le corps est occupé par d'autres que soi. Oui, À savoir, si il existe une peur, une angoisse, une tension psychique, et que celle-ci ne peut pas être dite, oui, ne peut pas être pensée, ne peut pas être simplement vraiment ressentie, alors elle est exprimée par ce qu'on appelle un mime, une tension physique. Le psychisme exporte vers le corps une tension et met en place une adaptation. Une épaule ascensionne, se met en rotation interne, un bassin translate, etc. Et ces gestes que fait le corps pour dire ce qui ne peut pas être dit psychiquement, ces gestes-là, nous pouvons les interpréter, les analyser, les interpréter, et ensuite essayer de créer une cohérence posturale qui soit meilleure, en faisant tomber ces tensions. Si on arrive à faire tomber ces tensions, on arrive aussi, on permet une réminiscence et une prise de conscience. À partir du moment où la prise de conscience a lieu, on peut exprimer quelque chose et en particulier on peut corriger par la volonté, en connaissance de cause, ce qui dans sa vie, parce que quand une tension s'exprime dans le corps et qu'elle n'est pas explicite, objective au niveau psychique, elle induit des comportements, et dans ces comportements, il y a quelque chose qui relève de cette histoire encore inconsciente. Donc quand nous modifions, quand nous arrivons à modifier la position, la posture, pour dire des choses un peu plus techniques, quand nous arrivons à la modifier, nous arrivons aussi à prendre conscience de ce qui dans nos comportements est lié non pas à quelque chose qui est une volonté propre, mais une dépendance à un système que l'on ignorait, une dépendance à, on appelle ça un fantôme en médecine chinoise. Nous utilisons le même terme, nous, ce qu'on appelle un fantôme, c'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un exemple un peu caricatural, voilà, j'ai eu un père très colérique, parce que lui-même a subi des colères et des violences, donc, mais j'étais très attaché à lui, très lié, bien entendu, comme tout enfant dépendant de son père. Alors, eh bien, ça s'exprime par une tension de la nuque et la peur d'un coup qui pourrait tomber. Et même des années après, on peut trouver, enfin, je prends un exemple complètement théorique là, des années après, on va dans ce corps-là visualiser cette tension musculaire, cette attitude, et nous allons essayer par le travail technique de réduire ça, de diminuer cette adaptation. Et là, il y aura une prise de conscience avec les émotions qui correspondent, une réminiscence aussi des souvenirs, et puis voilà, et puis nous allons évacuer cette omniprésence du père colérique, du corps, du sujet. Voilà. Donc c'est un véritable processus d'analyse que l'on met en place avec le Kishita ici. Oui, c'est l'analyse, c'est l'accueil, ce que j'entends par ce que vous décrivez. Et c'est vraiment accueillir ce qu'on n'a pas su mettre, exprimer, et même voir, enfin ressentir, c'est vrai que c'est. Waouh! On C'est ne toute une guérison. peut pas rejeter l'histoire qui nous a fait naître. Mais on peut, peu à peu, en prendre conscience, et en prenant conscience, régler les problèmes, y compris les problèmes qui ont eu lieu des générations avant. Oui. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est là que la dimension spirituelle est importante. C'est-à-dire que chacun a réglé dans sa famille des problèmes de l'histoire familiale. C'est déjà quelque chose qui appartient à ce processus dont je parlais tout à l'heure, que je dis le processus de résilience collectif. Voilà, si chacun d'entre nous règle ses problèmes, ça va déjà mieux dans le monde. On n'est pas obligé de rejeter l'autre toutes les fois qu'il vient insécuriser le système dans lequel nous vivons inconsciemment. Ah oui, oui. Alors là, vraiment, moi, ça me fait prendre conscience de, en effet, je me prends en compte et je peux aussi justement accueillir, aussi prendre en compte l'autre. C'est ah ouais, c'est quand même assez, je trouve intéressant et c'est fabuleux, je dirais, de comprendre nos mécanismes et puis aussi de se dire, ben voilà, c'est mon ouverture à moi-même et à l'autre en fait.
J'ai cette impression. C'est indissociable. Tant qu'on est divisé intérieurement, Oui, il y a des choses qui vivent en nous, qui nous imposent des comportements. oui, Et quand quelque chose remet en question cette organisation, on est soit obligé de la rejeter, soit obligé de l'intégrer oui, comme même. On vit dans des réflexes qui sont doubles, intégrer, assimiler ou rejeter. Voilà, c'est en gros soit du même, soit du contraire. Ça fait partie des systèmes qui permettent, quand précisément la conscience n'est pas là, de maintenir les séparations nécessaires entre les individus ou entre les entités. Quand l'individu est divisé, le risque de confusion avec d'autres est grand. Donc il y a ces réflexes qui sont là et qui imposent la séparation. Maintenant, à partir du moment où l'individu est capable d'atteindre son unité, plus rien autour de lui ne le dérange. D'accord ? Il n'est jamais en risque ni de confusion, ni d'être intégré par un autre, ni il n'a aucun besoin de rejeter. Je pense que plutôt que de faire de la théorie sur la solidarité, par exemple, ou sur la tolérance, il est plus efficace de traiter le problème à la racine, à la base, là où précisément ces réflexes agissent. C'est la même chose en ce qui concerne la violence en général. On est sous emprise de réflexes, de trois principaux réflexes que lorsque l'on est insécurisé ou agressé, la fuite, l'agression en retour ou la sidération, c'est-à-dire le déni de la situation. Bon, c'est clair que si on en reste là, dans nos relations en général, eh bien, voilà, on se retrouve souvent sur des terrains très conflictuels où la violence est latente ou même où elle s'exprime, alors qu'en abolissant ces réflexes, eh bien, on n'entrerait pas dans des situations de conflit violent. Or, abolir ces réflexes, ça demande du travail, et ça demande de toucher quelque chose qui est très profond, qui est intérieur, qui est dans le corps lui-même, dans la structuration du corps lui-même. Il y a cette division entre je rejette ou j'intègre, je phagocyte ou je rejette complètement. Ce sont deux mouvements très primaires, mais ils sont là, et il est absolument nécessaire d'arriver jusque-là dans le corps. Quand on étudie une chaîne psychomotrice, on se rend compte qu'il peut y avoir des ruptures dans la chaîne. En général, on les repère quand on voit par exemple l'écoulement d'un geste, ce qu'on appelle l'écoulement du ki dans un geste, le ki no nagare. On voit par exemple commencer une action complexe et puis un temps d'arrêt et puis la reprise de l'action. Et là, on sait qu'à ce temps d'arrêt-là, il y a quelque chose qui s'exprime, qui est un clivage entre deux périodes, avant, après le traumatisme. Donc quand on étudie une chaîne psychomotrice, on se rend compte que faire deux gestes parallèles, c'est très facile, faire deux gestes opposés, c'est facile, mais faire deux gestes complètement différents, avec les deux bras ou deux parties du corps, c'est très difficile. Très difficile parce que la similitude du geste ou l'opposition du geste sont deux principes de maintien de la cohérence corporelle. Et à partir du moment où on commence à séparer vraiment en faisant des gestes complètement différents, on est devant une problématique de cohérence corporelle, on est dans la résistance à la division. Ça demande du travail et du temps pour obtenir des gestes radicalement différents, par exemple avec les deux bras. Ça demande du temps et du travail, mais c'est très très productif. Ça donne après une assurance, une stabilité. On ne recherche plus que l'équilibre du centre, point. Voilà. Et on a un geste qui devient fluide, etc. En aïkido, dans notre aïkido, il y a énormément de techniques complexes, très complexes, qui nécessitent de faire des choses très différentes avec les deux mains, pendant qu'une hanche fait une chose et pendant que l'autre fait autre chose. Et c'est pas du tout facile, ça demande du temps, mais c'est extrêmement constructif. En Aikido Shintaisho, on sait construire ça aussi. On a des techniques qui sont des techniques qu'on dit combinées, qui permettent de donner au corps une cohérence qui n'est pas liée à la symétrie ou à l'opposition, mais qui est simplement construire autour d'un axe fondamental, développé à partir d'un point central. Et ça suffit à maintenir la cohérence et on peut exprimer des deux côtés des choses différentes. Si on veut lutter contre l'intolérance, eh bien, c'est par là qu'il faut passer. D'accord, c'est merveilleux tout cela, tout ce que vraiment cette interview-là apporte. Alors, j'ai entendu le retour aux sources, en effet, aux blessures originelles, et
ce que permet justement voilà, le travail de l'individu. C'est, et c'est absolument... Et puis c'est bien parce que l'individu va à son rythme. Je suppose, enfin, j'imagine que l'individu va faire des découvertes, va Alors, faire des... le rythme, il y a quelque chose qui est le rythme naturel, c'est-à-dire Oui. que on traite l'histoire la plus récente, puis peu à peu on va vers la source, vers l'origine, on va de plus en plus vers la profondeur. Il se trouve que dans nos représentations conventionnelles, le plus tôt et le plus ancien, on va vers le passé, enfin c'est ce qu'on dit. C'est pas tout à fait vrai en réalité, mais peu importe. On est structuré, on a développé au contact du monde une sorte de représentation de soi, et cette représentation de soi, elle est extrêmement influencée par le milieu et par les gens qui nous entourent. C'est une image de soi qu'on peut appeler relationnelle. Mais il faut tenir compte d'une chose, c'est que c'est une position dans laquelle nous sommes fragiles. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir à quel point les gens sont influencés par le milieu, par ce qui est dit en général, par la mode, par les médias, par le discours ambiant, pour comprendre à quel point notre identité est fragile dans cette image. Si nous sommes 50 dans cette pièce, eh bien il y a 50 personnes qui ont une représentation de vous différente. Et vous, la vôtre, la représentation que vous avez de vous-même, elle n'est pas plus juste d'ailleurs que la leur, mais personne n'y a accès. Et quand ils interagissent avec vous, ils interagissent avec la représentation qu'ils ont de vous. Donc, votre propre représentation de vous-même, ce que vous pourriez nommer votre identité psychique connue, elle est sans arrêt, sous emprise, et elle est modifiée constamment. C'est important. Les gens interagissent avec la représentation qu'ils ont de vous et non pas avec celle que vous avez de vous. Ils ne connaissent pas votre jeu, même le jeu superficiel, ils ne le connaissent pas. Ensuite, il y a une autre couche, une autre profondeur qui est une profondeur qu'on pourrait dire somatique ou fonctionnelle, c'est-à-dire vous êtes né, il a fallu apprendre à tenir la tête, rester assis, puis marcher, et puis parler, et puis se représenter les autres, et on a construit une posture. Dans la posture, on a construit des éléments qui relèvent de cette histoire, comment on a tenu la tête, comment on a appris ci, comment on a appris ça. Alors cette histoire, elle était déjà influencée par les regards qui étaient portés sur vous, par les mots qui vous étaient adressés, par les sentiments qui vous étaient adressés. Et donc tout ça constitue un tout qui est une image qui a déjà une autre profondeur que l'image relationnelle. Et ce tout-là, évidemment, il est présent dans tout ce que vous faites. C'est une des choses qu'on va voir dans l'analyse de la chaîne psychosomatique. Bon, ça c'est une période intéressante, une période très constructive. On commence par on vous pose à un endroit, et à cet endroit-là, vous y restez parce que vous n'avez pas les moyens d'aller ailleurs. Donc vous dépendez énormément de ceux qui vous entourent, et la façon dont vous êtes manipulé par eux, par la mère, etc., la manière dont vous êtes bougé, déjà met dans le corps quelque chose, une sorte d'empreinte. Et ensuite, évidemment, la façon dont vous vous êtes adapté au début, votre présence, votre conscience de vous-même se construit parce qu'on vous parle, on s'adresse à vous, les regards se posent sur vous, etc. Et il y a une conscience de soi qui est liée à un lieu. Je suis ici, c'est le jeu d'ici. Et c'est une raison, par exemple, pour laquelle des gens ne peuvent pas changer de lieu de vie. Ils sont encore fixés en grande partie dans ce jeu qui s'est construit. Si j'ai pas cette terre-là sous les pieds, j'existe plus. Enfin, j'ai l'impression que je vais ne plus exister, mais je vais me perdre. Après, il y a du mouvement, il y a du déplacement, et on va tester la capacité qu'on a à se séparer un peu, s'éloigner de la mer, s'éloigner de tout ce qui en tient lieu, et voir qu'on existe encore. L'exploration de l'espace, c'est important, pour essayer de construire un espace plus large. Voilà. Bon. Encore avant ça, on a été dans un ventre et on a été porté, et la façon dont on est porté déjà influe énormément sur la perception de soi, la construction de l'identité. Et là encore, c'est quelque chose qu'on va relever dans la chaîne psychomotrice. Quand il y a des angoisses, quand la mère et l'enfant sont en continuité absolue, il y a un seul corps en réalité, donc tout ce que ressent la mère, l'enfant le ressent, le vit. Mais il n'a pas d'appareil psychique pour l'objectiver, donc ça c'est la source de nombreuses angoisses. On a énormément de... S'il y a quelque chose d'angoissant pour la mère, c'est angoissant pour l'enfant.
et ça s'exprime dans le corps, et ça ne s'exprime pas ailleurs. Mm. Donc c'est dans le corps qu'il faut aller chercher. Ouais. Et là, on a une autre profondeur de l'image. On a une image qui est à la fois une image qui nous relie à l'essentiel, c'est-à-dire à la nature elle-même, Ouais. parce que on ne sait pas combien de fois on a échoué sa conception, ça on n'en a jamais la connaissance, mais Mm. on ne sait pas non plus quelle angoisse vivent les premières cellules qui se divisent, on n'est jamais sûr de l'issue Ah. de cette conception. Et Mhm. donc il y a des angoisses de morcellement qui tiennent au fait, Mm. des angoisses de morcellement vraiment, qui tiennent au fait que l'on est produit par division successive. Donc ça, D'accord. c'est quelque chose qui marque l'image de base. Ça, on va le retrouver Mm. dans le corps, une certaine profondeur de la structure. C'est assez intéressant. Ah. On peut l'analyser aussi. Voilà. Et puis Mm. ensuite, il y a une autre profondeur qui est celle qu'on appelle l'image primordiale, qui est qu'est-ce qui a permis la conception, qu'est-ce qui était là au moment de la conception, Oui. et est-ce qu'il y a dans cette conception des carences, est-ce qu'il y a eu des carences, quelles sont-elles? Mm. Alors, je prends un exemple. Une conception non désirée, c'est Oui. déjà une forme de carence, c'est-à-dire Mm. qu'il manque le désir psychique, la conscience de D'avoir un vouloir, enfant. etc. Mm. C'est une carence. Après, bon, on a des cas extrêmes. Oui. J'ai analysé des postures, je sais pas, je pense à une dame qui est psychiatre d'ailleurs, que j'ai analysé, chez qui, Oui. bon, elle Mm. est conçue par un viol sur Oui. une jeune fille de 14 ans, Mhm. la mère l'abandonne à la naissance, Oui. ben voilà. Et là, on a un corps qui dit tout ça en vrac, Mm. et voilà, là, les carences sont absolument énormes, elles sont absolument énormes. Bon, Mm. après, il y a une chose que l'on doit analyser, c'est quels besoins les Mm. familles ont de se reproduire. Alors Mm. d'un côté, il y a une pulsion de reproduction qui est le maintien de l'espèce, ok, la conservation de l'espèce, Oui. mais il y a aussi des pulsions de reproduction qui sont Mm. nécessaires pour reproduire l'histoire de manière à la modifier. Mm. C'est-à-dire, j'ai besoin de descendance pour que la famille continue. Mm. D'accord? On sait par exemple que les familles incestueuses, par exemple, Oui. quand la problématique incestueuse n'est pas traitée sur 4 générations, en Mm. général, ces familles périclitent et meurent. C'est la même chose quand il y a eu des meurtres, Oui. voilà, où voilà, souvent il y a des coalitions intergénérationnelles, et à ce moment-là, Mm. au bout d'un certain temps, si le problème n'est pas traité, la famille meurt. Donc il y a dans les familles une pulsion de reproduction qui est évidemment la conservation de l'espèce, mais Oui. pas seulement, Mhm. aussi besoin de répéter l'histoire pour qu'elle soit modifiée. D'accord. Donc tout ça appartient à l'image Mm. primordiale, et on peut l'analyser dans l'image primordiale à condition de savoir comment entrer dans la lecture du corps. Mm. D'accord. Ces images justement dont vous parlez, moi ça me rappelle justement les rôles des personnages, comme on dit, on peut lire dans les livres, voilà, développement personnel ou autre, hein. Bien sûr que nous sommes tous les acteurs et qu'on a tous justement le rôle de nos personnages dans un grand théâtre. Euh, et en même temps, justement, on en revient bien sûr à cette question que vous disiez de loyauté saine, bien sûr, euh, voilà, au fil des générations, ou au fil de la descendance des enfants. Donc, quelque part, il y a aussi quelque part une beauté aussi de pouvoir justement et de vouloir De cela. merde. Si nous sommes nés, c'est que nous Oui. pouvons faire quelque chose. Mm. Si nous sommes encore en vie, c'est que nous Oui. sommes en train de le faire. Quand nous ne Mm. pouvons plus le faire, nous Oui. disparaissons naturellement. Oui. Alors naturellement, ou par accident, ou en pathologie, mais par une pathologie, mais peu importe. Je veux dire, Mm. tant que nous pouvons modifier le cours des choses, Oui. nous sommes là et nous le faisons. Mm. D'une certaine manière, nous Mm. participons à quelque chose qui est le développement du monde dans son ensemble, Oui. à un niveau extrêmement modeste, au niveau Oui. de l'individu. Il ne faut Mm. pas se prendre pour Oui. une lumière et croire Mm. qu'on va faire des miracles, etc. Oui. Non, mais chacun a Modestement. un rôle essentiel à jouer dans sa propre existence, Mm. et ce rôle-là, évidemment, a une influence considérable sur la vie du système familial dont on est issu et du système familial qu'on produit, Oui. probablement. Mm. D'accord? Parce que, bon, tout ce qu'on peut, partout où on peut agir, et tout ce que l'on peut, comment dirais-je, amener dans le présent et traiter dans le présent, Oui. c'est toujours ça qu'on évite à ses enfants. Mhm. D'accord. Et nous entendons toujours, vous savez, des personnalités bon, spirituelles, Dalai Lama, etc. Bon, on l'a dit, on peut tout à fait travailler chacun dans notre sphère personnelle, etc. On parle toujours de la paix, de cette paix, justement, en quête de paix intérieure.
justement, comment est-ce qu'on peut en parler aussi de la paix en Aiki Shintai-so? Alors, bon, il y a plusieurs choses. La Oui. première, c'est que la question des personnalités spirituelles, euh, bon, Oui. moi, je pense que Mm. chacun d'entre nous a un esprit, un être essentiel, et que chacun Mm. d'entre nous a un rôle important à jouer. Et j'ai de la peine souvent à considérer que certains ont plus d'importance que d'autres. Oui. Euh, pour moi, la spiritualité, c'est pas lié à la religion. Mm. On peut, bon, chacun est absolument libre de suivre ou pas une religion, mais c'est pas nécessaire pour avoir un développement et pour faire un travail spirituel. Moi, je crois dans une spiritualité que j'appelle laïque, en sachant que le mot est tellement employé actuellement que ça devient une religion aussi. Mais bon, en tout cas, je dis Mm. la spiritualité c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et on n'a pas à le mettre sur la place publique en aucune manière. Oui. On n'a même pas besoin de dire Mm. ce à quoi l'on croit ou ce que l'on pense. Ça ne veut pas dire qu'on le cache, mais on n'a pas nécessité de le dire. Mm. Surtout, on n'a pas besoin d'une religion pour faire un lien entre soi et soi, parce qu'il s'agit de ça d'abord. Oui. Il s'agit d'abord d'établir une communication entre le lieu où je pense, où je me pense, et puis un être essentiel. Voilà. On apprend du monde extérieur, on apprend des autres, on apprend en écoutant les uns des autres, on apprend en lisant, on apprend. Oui. Voilà. Mais on apprend aussi de l'intérieur. Et ce que l'on apprend de l'intérieur, c'est vraiment très, très puissant. C'est quelque chose qui va vers une conviction. Mm. Et ça n'a pas à être mis sur la place publique. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intime, elles doivent rester intimes. Oui. Bon. Ensuite, euh, comment, enfin, comment concevoir la spiritualité en Aiki Shintai-so? D'abord, pas de prosélytisme. Pas de prosélytisme. C'est la première chose. Il y en a un qui suit une voie, il y en a un autre qui en suit une autre. Mm. Et c'est pas tout le monde. Et voilà, on n'a pas comme intention de faire venir beaucoup de gens, etc. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Je considère que ceux qui viennent précisément parce qu'il y a un lien beaucoup plus profond et c'est pour ça qu'ils sont là. Et ça ne m'intéresse pas de recruter, de faire savoir, etc. Même si je réponds à vos questions Tout à fait. bien volontiers, Mm. c'est absolument pas dans un but de dire venez chez nous, Oui. ça ne m'intéresse pas. Mm. Et surtout, je dis ça parce que je crois qu'il y a là quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que mon maître disait, même les ânes, quand quand la source est tarie, ils ne vont pas boire. Voilà. Si vous avez quelque chose à transmettre, les gens viendront naturellement vers vous. Il s'agit que le transmettre. Vous n'êtes ni l'auteur, ni l'acteur, et vous n'avez aucun droit de dire aux autres ce qu'ils devraient être, ou comment ils doivent être. D'accord ? C'est vraiment très important. Je pense que si quelque chose peut être donné, c'est précisément ça. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous devez être, parce que je ne peux pas le savoir. D'un point de vue éthique, je n'ai pas le droit de dire, je n'ai pas le droit de penser que vous devriez être autrement que ce que vous êtes. Voilà. Donc, quand on parle par exemple de développement personnel, moi ça m'amuse un peu parce que, ou bien on croit véritablement, on se dit vraiment il y a un être essentiel, et dans ce cas-là, il ne va pas se développer parce qu'il est essentiel, il est là, il n'y a pas besoin de le développer, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer. Ou bien on n'y croit pas, et dans ce cas-là, il vaut mieux laisser tomber tout enseignement. Je pense que mon maître me disait quelque chose, une phrase que je répète fréquemment et que j'écris fréquemment quand j'écris, c'est tous les gens qui vous entourent, et en particulier tous vos élèves, doivent être vus comme parfaits. Il n'y a rien à changer chez eux. Très important, rien à changer chez eux. Sinon, on commence à élaborer des doctrines. Et puis derrière ça, après, évidemment, il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et on commence à créer des frontières. Et derrière les frontières, sur les frontières, il y a toujours des affrontements et des violences. Donc c'est important. Ce qui compte avant tout, c'est l'expérience. Voilà. Les gens viennent, on leur propose une pratique, ils le font. Ils en tirent eux-mêmes ce qu'ils veulent en tirer. Ils font leur propre cheminement. Voilà. Ce sont eux qui décident ce à quoi leur sert, entre guillemets, leur expérience pratique. Oui. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup justement pour toutes les paroles de ce matin. Voilà, nous allons arriver à la fin de notre interview, Maître Kona. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment, parce que moi
j'ai d'autres perceptions et puis d'autres compréhensions justement qui sont là. Vraiment, donc ce cheminement de soi à soi et puis dans son intimité unique, c'est voilà, et dans la liberté, le libre arbitre de la personne, vraiment, je vous remercie infiniment. Voilà, chère belle Avec plante et plaisir. chère belle fleur, je vous souhaite une belle journée et puis nous nous retrouverons pour de prochaines interviews dans différents domaines pour se faire du bien et le bien-être. À très bientôt!